Bonsoir, en compagnie de Maître Brigitte Waro et également avec Maître Amel Etève. Nous vous invitons à votre émission Les Experts. J'espère que vous allez pouvoir composer ce téléphone afin de pouvoir poser la question et j'espère qu'on aura le plaisir également de vous orienter. Les lois, on les connaît pas tous, ou des fois on a besoin d'être aiguillé. Ça sera le cas dans votre émission. Pour cela, on vous invite à faire le 02 62 566 566. Petite question également, c'est quand vous téléphonez, baissez le son de votre télévision. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Écoutez, merci d'être venus. Alors, bien sûr, on va avoir quelques questions au 02 62 566 566 au standard. Une petite question, ce soir, il y a un match important. 23h45, on l'a évoqué tout à l'heure. Je voudrais vous poser une petite question au niveau juridique. Si l'équipe de France perd ce soir, est-ce qu'on peut porter plainte contre elle ? Oui, je ferai comme en Angleterre une class action, c'est-à-dire une plainte de groupe. Voilà. On va se grouper, on va déposer plainte, mais comme ils vont pas perdre de toute façon. Écoutez, on va rester en effet sur cette loi qui restera la foi, bien sûr, tous derrière l'équipe de France. Alors une question en attendant, bien sûr, vos appels, vos questions. Est-ce que l'arroseur peut être arrosé? C'est-à-dire qu'un cambrioleur rentre dans une demeure ou dans une boutique, mais bien sûr, le propriétaire de celui-ci a le dessus sur le cambrioleur et part avec quelques petits bobos. Est-ce que celui-ci peut porter plainte contre la personne qui l'a volé donc? Oui. D'où cette phrase, l'arroseur arrosé. Oui, là, on ne plaisante plus. Et c'est vrai que s'il y a un cambrioleur qui vient cambrioler dans une maison et s'il se fait passer à tabac, il y a même eu des cas récemment où les cambrioleurs se sont fait tuer. Il y a eu des cas dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui remettent d'ailleurs en cause la notion de légitime défense. Donc oui, la personne qui frappe un cambrioleur, le cambrioleur peut porter plainte. D'accord, mais le cambrioleur, lui, arrive en disant, voilà, j'ai essayé de cambrioler quelqu'un, mais il m'a mis une raclée. Oui. La police le reçoit comment ça, comment ça peut être reçu également On appréciera en fonction de la gravité des faits, parce qu'effectivement, globalement, on va estimer qu'il a cherché. Néanmoins, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Donc, la personne qui a frappé quelqu'un, même s'il était en infraction, peut être poursuivie pour ces faits-là. Le cambrioleur sera poursuivi pour le vol. Et la personne qui l'a agressé sera poursuivie pour les violences volontaires qu'il a portées sur cette personne. Alors on a pas mal de gens en attendant au standard, mais juste une chose, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour ne point être embêté? Alors il faut essayer de le neutraliser, pas trop brutalement, et appeler rapidement la police. D'accord, et s'il nous frappe? S'il vous frappe, vous pouvez lui rendre, mais avec des moyens proportionnels à ce qu'il a fait pour vous. S'il vous donne des coups de poing, vous devez donner des coups de poing. Ah d'accord. Voilà. Il en a donné 2, j'en ai donné 3, hop, c'est moi qui ai tort. Ouais, plus ou moins, ça peut être comme ça. Bon, voilà, c'est une question quand même qui était un peu en suspens. Écoutez, merci de nous avoir orientés. On est au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, allô, on vous écoute. Bonsoir, c'est à moi? Oui, c'est à vous. Ah oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais poser une question, je ne sais pas si c'est dans les cordes de ces dames. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Avec Maître Waro et Maître Etève, oui. Voilà. Je voulais savoir, mon père est décédé, ça va faire presque 1 an. Il y a un testament qui n'a pas été encore ouvert parce que il y a des litiges. Il y a des terrains, il y a des maisons et il y a des comptes en banque. Je voulais savoir si ne serait-ce au niveau des comptes en banque, on ne pouvait pas le partager. Alors, même si les terrains, il y a des litiges dessus, à certains moments, ça va se finir en vente judiciaire, un truc comme ça. Mais au niveau des comptes en banque, normalement, on est à 4, les comptes en banque. Je voulais savoir si la loi autorise à casser l'argent en 4, quoi. Alors, madame, effectivement, en matière de succession, c'est-à-dire que tout ça appartient à votre père, hein, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Donc, est-ce qu'il y a un notaire qui a été saisi de la liquidation de la succession de votre papa? Il y a un notaire que je pourrais pas trop me prolonger dessus parce que ça ne bouge pas plus que ça. Ça fait 1 an que ça dure, quoi. Alors, il faut quand même que vous alliez voir le notaire parce qu'il faut que le notaire soit informé de l'existence de ces comptes. Et il faut... Oui, je suis déjà allée voir le notaire. C'est elle qui m'a donné tous les papiers concernant les biens, les terres et tout. D'accord. Alors,
C'est simple, s'il n'y a pas d'accord amiable devant le notaire, il faut aller voir un avocat pour engager une procédure pour liquider la succession devant le juge de votre papa, de telle manière à ce que effectivement tout puisse être pris en compte par le juge, de telle manière à ce que il y ait des choses qui soient équitable, c'est-à-dire que effectivement chacun des héritiers est réservataire et donc chacun des héritiers a sa part et donc il y aura certainement une expertise avec un expert qui sera nommé par le tribunal pour faire le point sur l'actif et le passif de la succession et ensuite proposer un partage qui pourrait être fait entre vous, tous les héritiers. Voilà. Mais vous ne pouvez pas faire l'économie d'une procédure judiciaire. S'il n'y a pas d'entente avec tous les autres héritiers, vous ne pouvez malheureusement pas faire l'économie de cette procédure. Donc il n'y a pas d'autre moyen, il faut y aller. Aucun autre. Donc même, je veux dire, même au compte, à son argent, on peut pas le partager en 4, quoi. Vous allez le partager, mais il va falloir que ça passe devant le notaire. Vous pouvez pas aller, vous, chercher l'argent sur le compte et le partager avec vos frères et sœurs. D'autant que vous me dites qu'il y a des difficultés et que vous vous entendez pas. Donc évidemment, vous risquez d'avoir des problèmes. Parce qu'en plus, je pense pas que vous ayez la possibilité de récupérer les fonds qui sont sur un compte au nom de votre papa. Parce que la banque va vous demander un certain nombre de choses que vous pourrez pas lui produire si tout le monde n'est pas d'accord. Voilà. Donc en fin de compte, vous me dites qu'il n'y a pas besoin, en fin de compte, il n'y a pas besoin d'une vente judiciaire. On peut aller devant avoir un avocat qui va s'occuper de ça sans pour autant faire une vente judiciaire. Vous savez, les ventes aux enchères. Qui vaut 50 000, on vous donne 10 000, des trucs comme ça. Là. Aux enchères. Alors, en fait... Ma consoeur va vous répondre. Donc, par rapport à ce que disait Maître Etève, le notaire va faire une évaluation des biens. S'il n'y arrive pas et s'il y a des problèmes, on va devant l'avocat et un expert est désigné. L'expert va déterminer si les biens sont partageables en lots. Si c'est le cas, il n'y aura pas de vente. D'accord ? Si on peut partager les biens en 4, on va les partager. Si par exemple il y a une partie... en lot. Super. Voilà, et on peut faire un tirage au sort si vous n'êtes pas d'accord sur l'attribution des lots. Maintenant, si c'est pas partageable en lot et si c'est très difficile que chacun ait une part à peu près équivalente, dans ce cas-là, il peut y avoir une vente aux enchères. Oh là là, non. Tout est partageable en lot. Ah, si c'est partageable, de me tirer une épine dans le pied, c'est juste incroyable, quoi. Ah bah écoutez, on vous entend beaucoup mieux respirer déjà. Ah ouais. Non, tout est en lot. Il y a des lots par-ci, par-là. Tout est en lot. On peut partager en lot. Non mais écoutez, j'espère qu'on a répondu du moins à votre question avec oui, Maître Brigitte Waro et bonne Maître soirée. Amael Etève. Oh là là, bonne soirée, mesdames, bonne soirée. Je vais peut-être vous contacter, vous, pour prendre soin de mon dossier. Eh bien écoutez, voilà, c'est pas trop le but de la soirée, mais écoutez, n'hésitez surtout pas. C'est Brigitte Waro et Amael Etève. Très bonne soirée, merci d'avoir été avec nous. Là, vous m'avez donné une, je vous embrasse toutes les deux et vous aussi, monsieur, bonne soirée. Merci beaucoup pour la bise. Madame. Vraiment, ça me fait très plaisir. On continue au standard 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, c'est pour mon pépé. Voilà, en fait, ma mémé est morte. Et suite à ça, il voudrait vendre son terrain. Mais on a pointé au notaire, il nous a dit que il faut tous les signatures des enfants. Et comme il y a quelqu'un dedans qui ne veut pas signer, on nous a dit que voilà, il ne peut pas vendre. Et oui, il faut avoir tout le monde, c'est bien ça ? Oui, mais tant que le papa est encore vivant, est-ce qu'il faut avoir la signature des héritiers ? Monsieur, oui, parce qu'en fait, il y a une ouverture de succession. Si le bien appartenait au pépé, au papy et à la mamie, donc il y a la partie de la mamie qu'il faut régler. D'accord ? Et pour régler cette partie-là, il faut l'accord de tout le monde. D'accord. Et si vous n'arrivez pas à avoir l'accord, on est dans la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous devez dire au notaire de constater qu'il n'y a pas d'accord, aller voir un avocat, et dans ce cas-là, c'est le tribunal qui va désigner un expert, faire évaluer les biens, et si on trouve vraiment pas d'accord, ce sera une vente aux enchères. Mais c'est peut-être pas utile de le faire dès maintenant, puisque le pépé est toujours là. Alors, est-ce que c'est utile ? Oui, justement, mais bon, c'est parce qu'il était là, en vivant, qu'on pensait qu'il y avait une solution de vendre sans l'accord des héritiers, quoi. Ça va être difficile s'il y en a un qui n'est pas d'accord. D'accord.
Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne merci soirée. à vous. Au revoir. Très bonne soirée. On continue avec les appels. Bonsoir. Allô? 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 On écoute votre question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis dans une SCI familiale. Est-ce que je peux Bon appétit. sortir de cette SCI familiale? Est-ce que je peux sortir? Qui c'est qui va payer les frais? Est-ce que je dois prendre un notaire, un avocat? Qui c'est comment je dois faire? Bon, c'est tout. Est-ce que je peux sortir? Alors, Avec mon nombre de parts que j'ai. Alors, est-ce que je serai monsieur- perdant? On va essayer de Est-ce que- reformuler la question. Est-ce qu'il y a la décote, il y a des frais à payer, il y a plus-value, il y a tout ça à payer. Est-ce que Alors, ça sera- on va vous répondre. Je serai perdant. Maître Alors- Amel et Thèves. monsieur, bonsoir. Voilà, c'est tout. Monsieur, bonsoir. Ah, s'il vous plaît, on peut Vous éteindre entendez la télévision, s'il vous plaît? Bon, bah écoutez, on va répondre, monsieur. Voilà, Bon, on a été alors, coupé. monsieur, bonsoir. Et donc, je vous expliquais que, enfin, je voulais vous expliquer avant que on perde la communication, que effectivement, si vous êtes associé d'une SCI, déjà, d'une part, vous devez avoir les statuts de la SCI qui prévoient le retrait d'un associé de la SCI. Tout dépend effectivement dans la SCI quel est votre statut. Est-ce que vous êtes gérant? Est-ce que vous avez un nombre de parts égal aux autres? Enfin bon, il y a un certain nombre de choses à vérifier. Vous pouvez toujours quitter une société, il n'y a pas de difficulté. En principe, il faut revendre vos parts. Donc, voir en assemblée générale, en principe, c'est une question à mettre à l'ordre du jour, si vous arrivez à vous entendre avec les autres associés. Sinon, vous pouvez voir un avocat de telle manière à ce qu'il règle la question, qu'il fasse une proposition au gérant, si vous ne l'êtes pas vous, de telle manière à organiser toujours une assemblée générale. Sinon, ça peut être judiciaire. Vous pouvez effectivement demander à sortir de la société, si vous n'y arrivez pas d'un point de vue amiable, bien évidemment, judiciairement. Mais alors tout ça, effectivement, comme vous parlez, il y a des frais, il y a peut-être des choses à payer, je ne sais pas, tout dépend de vos statuts et de ce que vous avez signé à la création de la SCI. Voilà, bah écoutez, c'est une question avec son retour d'approbation, mais quoi qu'il advienne, j'espère qu'on a répondu ou du moins aiguillé la réponse à votre question. Entre-temps, on parle souvent en effet d'honoraires d'avocat, des fois peut-être un petit peu onéreux pour certains, quand on n'a vraiment pas les moyens. Comment on peut faire? Alors, justement, ça tombe très bien que vous me parliez de ça parce que on peut demander ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle. Voilà. L'aide juridictionnelle, c'est très important. Je me permets de faire un peu le porte-voix de la profession puisque demain il y a un mouvement de grève national qui est suivi par les deux barreaux de Saint-Pierre et de Saint-Denis parce que l'aide juridictionnelle souffre. L'aide juridictionnelle, c'est effectivement une aide qui est donnée aux personnes qui n'ont pas les moyens de payer un avocat et c'est l'État qui se substitue. Donc le financement de l'aide juridictionnelle a toujours posé des difficultés. À nous, il pose des difficultés sur la rémunération puisque à l'aide juridictionnelle, il tarde à nous payer, Oh bah, mais surtout les agriculteurs, c'est pareil. Hein. mais surtout également, on a des difficultés sur, j'allais dire, le montant qui nous est rétrocédé. C'est de plus en plus ridicule et ça n'a jamais été réévalué depuis des années et des années. Donc demain, il y a un mouvement de grève parce qu'il a été décidé, en tout cas, il est en pourparlers de nous taxer sur notre chiffre d'affaires pour à nouveau subventionner l'aide juridictionnelle. Alors, effectivement, la profession est totalement contre parce que nous donnons de notre temps pour l'aide juridictionnelle. Alors si en plus il faut qu'on la finance, alors qu'en principe, voilà, c'est nous qui donnons de notre temps et de nos compétences pour aider les gens qui n'ont pas les moyens. Si en plus on vient nous taxer pour financer cette aide juridictionnelle, ça devient compliqué à supporter pour nos cabinets. Donc demain, grève sur les deux barreaux. Donc voilà, c'est important que le public le sache. Donc voilà pourquoi je me permettais en fait d'en parler.
Mais voilà, il y a des dossiers, il y a deux bureaux d'aide juridictionnelle, un dans le sud, un dans le nord. Vous pouvez effectivement faire appel à l'aide juridictionnelle. Alors, soit parce que l'avocat avec que vous avez choisi vous dit oui, je travaille à l'aide juridictionnelle, à ce moment-là, ben, vous allez déposer un dossier. Sinon, vous passez par les ordres des avocats et vous demandez un avocat à l'aide juridictionnelle et on vous désignera un avocat qui travaillera à l'aide juridictionnelle. D'accord. Et on peut trouver en effet ces endroits où? Alors, ils sont au sein des deux tribunaux, tribunal de grande instance de Saint-Pierre, tribunal de grande instance de Saint-Denis, et vous avez donc alors, il peut y avoir aussi une réception qui est faite par l'ARAJUFA, donc l'association d'aide aux victimes, qui réceptionne un peu les documents, qui donne la liste des documents à préparer pour le dossier. Et ensuite, ça passe par le bureau d'aide juridictionnelle. En général, il y a un greffier et un président qui s'occupent de ensuite attribuer soit une aide juridictionnelle totale, soit une aide juridictionnelle partielle aux justiciables. Quand vous parliez de documents, c'était des documents pour pouvoir montrer en effet qu'on a vraiment besoin d'une aide et qu'on n'a pas les moyens de se payer, mais également aussi les documents de l'affaire? Effectivement, le bureau d'aide juridictionnelle demande quel type d'affaire, voir si effectivement il y a vraiment une affaire susceptible d'émerger des éléments qui sont produits par le justiciable et des éléments de revenus, de charges qui permettent de jauger un peu de la capacité financière des uns des autres, puis savoir si c'est une aide juridictionnelle totale ou partielle. Très bien. Donc demain, c'est une grève nationale en métropole, ici même. Ben, vous avez peut-être croisé les intermittents du spectacle, parce que c'est un peu le même problème au final. Tout à fait. Hein, voilà. Tout à fait. Qu'ils l'ont fait savoir pendant la fête de la musique d'ailleurs. Oui, bah, qui vont peut-être continuer également aussi sur d'autres festivals, pour montrer qu'en effet, bah, ils ont aussi leur place et que sans eux, bah, on ne peut pas faire grand-chose au niveau culturel et au niveau des droits avec vous. On va continuer bien sûr au standard 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Est-ce qu'on peut couper la télévision, s'il vous plaît? Enfin, pas la télévision, mais du moins le son de la télévision. Oui, bonsoir. 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 Ah, le son télévision. Voilà, je vais te poser une question. On vous écoute. Voilà, j'ai un terrain, enfin, mes parents, ils ont un terrain et mon oncle, ils ont acheté tout ça dans les années 70 sous la contrainte. Et je sais que mon père il a un terrain, mais mon oncle, il veut qu'on achète ça sous table. Et nous, soeurs et frères, on n'a pas les moyens d'agréer ce terrain. Comment faire? Alors, madame, je n'ai pas tout compris. En fait, vous voulez acheter un terrain à votre oncle? Non, non. Mon papa, il a déjà un terrain. Oui. Il a déjà un terrain. Ils étaient plusieurs frères, il a eu sa part. Nous, étant enfants, mon père est décédé, ma mère est décédée. Ah, nous, étant enfants, soeurs, frères, on voudrait savoir. Mais mon oncle, il me dit, il faut mettre des sous-tables. Mais vous voulez faire quoi? Il veut J'ai rien pas savoir. compris. Vous voulez vendre le terrain? Non, c'est lui, le terrain de mon père, il est à lui. Oui, mais j'ai pas compris votre histoire de sous-table. C'est pour faire quoi? Ben, lui, ce qu'il veut, rien à voir avec la justice. Par exemple, le terrain il vaut 100 000 €, il veut lui donner 50 000 €. Mais vous voulez vendre ou vous voulez acheter? Non, non. Nous, on veut le vendre pour partager ce qu'il y a entre nous, frères et sœurs. Vous voulez vendre à votre tonton, à votre oncle, c'est ça? Ben, lui, il veut pas. Bon, vous pouvez vendre à qui vous voulez, madame. Vous n'êtes pas obligé de vendre à votre oncle. Ben, lui, il veut pas. Mais pourquoi il veut pas? Vous me dites que ça a été partagé, donc c'est la part de votre père. Il veut rien avoir avec nous. Mais votre oncle, effectivement, n'a rien à voir avec vous. Si la part de votre père a été déterminée, vous n'avez pas d'avis à demander à votre oncle. Mais comment on fait? Aller où? Ben, pour vendre, vous allez voir un notaire ou une agence immobilière et vous vendez votre terrain. Vous êtes tous d'accord, les frères et sœurs, pour vendre le terrain? Oui, on est tous d'accord. Vous allez voir le notaire va évaluer et puis vous mettez en vente dans une agence. Oui, mais il a dit qu'il nous attaque un fusil, il y aura un drame et tout ça. Ah ben madame, là, il faut aller d'accord, porter donc là, il y a plainte, une là. pression, Ça n'a là, rien à voir. ça c'est autre chose, oui, en effet. Là, en Si effet, vous menace, parce qu'il ne veut pas que vous vendiez le terrain de votre papa, c'est ça? Non. Ben, si vous menace, vous allez porter plainte. Il ne faut pas se laisser faire. C'est pas votre oncle qui décide, hein? Donc, Voilà. la loi, elle est pour lui. Non, la loi est pour vous. la loi est pour vous, mais à vous de vous en servir, en effet, en portant plainte dans ces cas-là. S'il y a menace, en effet, de vouloir vendre ce terrain, mais moi, je ne veux pas, sinon il va y avoir un drame. Là, en effet, vous êtes en droit de pouvoir porter plainte par rapport à cette situation. C'est ce que Maître Brigitte Aumont vous explique, pas moi.
Ils me disent que oui, on a le droit, mais lui, il me dit, venez sur mon terrain, vous allez voir ce qu'il y a. Les gens, mais madame, c'est pas son terrain, c'est le terrain de votre père, on est d'accord? Oui. Donc si c'est le terrain de votre père, il a aucun droit sur le terrain de votre père. Et que il a construit dessus. Mais voilà, donc c'est vrai que ça c'est un élément assez important quand même qu'on a omis de dire au présent. Voilà, c'est pas la même chose. De toute façon, même, j'allais dire, même s'il a construit dessus, peu importe, il a qu'à vous attraire en justice pour demander une indemnisation sur la construction. Mais la propriété reste la vôtre. La maison, même si c'est lui qui l'a construit, ça vous appartient, vous pouvez le vendre. Alors en revanche, si vous me dites qu'il a construit dessus et qu'il habite sur le terrain, il faudrait effectivement l'expulser. Il faut l'expulser d'abord, madame. Oui, mais il faut faire une procédure pour ça. Moi et mes soeurs et mon frère, et qu'un fusil. Madame, ça ne réglera pas avec un fusil. Vous allez voir un avocat qui va faire une procédure d'expulsion. L'huissier ira le voir pour lui dire de partir. Et si l'huissier ne peut pas le faire partir, ça va être les policiers. Donc il y a une procédure pour ça. Oui, mais au final, vous avez quand même peur des représailles et voilà, et vous vous trouvez coincé. Voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution et d'issue à votre histoire si en effet il veut pas, parce que il est sur le terrain au final. Il est sur le terrain de mon père. Voilà, et donc. Moi, j'ai mes frères et sœurs. On a tous des enfants. Donc même si nous, comment dire ça? Même s'ils vendent et tout ça, ils nous disent venez réclamer et tout. Madame, il faut l'expulser. Faites la procédure par un avocat pour l'expulsion et allez porter plainte pour les menaces. Parce que ça, vous pouvez pas vous laisser menacer. Vous allez porter plainte. Oui, mais il est armé, il est. Madame, si vous ne faites rien, il va continuer à faire des menaces. J'ai appelé maître. C'est qui s'occupe madame, je sais plus. C'est pas grave pour le nom. Ouais. Mais voilà, faites ça. Essayez de vous défendre et de faire valoir vos droits. Mais il ne faut pas s'arrêter quand il y a des menaces. Il faut essayer de trouver des solutions. Voilà. Écoutez. Mais oui, mais lui, il veut pas. Madame, mais c'est sûr qu'il ne voudra pas de toute manière. Mais si vous ne faites rien, il va continuer à abuser de la situation. Oui, mais il habite sur le terrain de mon père. On a bien compris. On a bien compris. Enfant, on n'a pas le droit. Mais si vous avez les droits, mais vous n'arrivez pas à les exercer. Donc il faudrait aller voir un avocat pour expulser votre tonton, là. Voilà. D'accord. Voilà, madame. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est vrai que des fois, on a des histoires, mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même tous les éléments, parce qu'on parle d'un terrain, on imagine qu'il est vierge, et non, il est habité, et donc on voit bien, en effet, le problème. Voilà. Allez, on continue maintenant au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors j'aurais une question concernant un droit de succession. Donc je suis fille unique de mon père qui est décédé récemment. J'ai une sœur qui n'est pas l'héritière de mon père, mais qui a un véhicule qui est au nom de mon père, qui a aussi contracté le crédit à son nom. Je voulais savoir comment ça se passe en fait pour que ma sœur puisse reprendre le crédit. J'ai pas compris. Elle a quoi? Elle a contracté un... Je n'ai pas compris. Alors, il y a eu un crédit, c'est... Qui n'est pas l'héritière de mon père, mais en fait qui a un véhicule. Mais ce véhicule, en fait, il est au nom de mon père. Et le crédit également est au nom de mon père. Je voulais savoir comment faire pour qu'elle puisse reprendre le crédit sans que moi je gère quoi que ce soit. Alors en fait, il faudrait que vous regardiez, madame, parce que si votre père est décédé, normalement l'assurance que vous avez prise... Il n'y a pas d'assurance décès. Non, il n'y a pas d'assurance décès? Non. Il n'y a pas d'assurance sur le crédit Non, il n'y a pas. C'est très étonnant parce que... Oui, parce que pourtant ils y vont. Oui, une obligation, et puis même ils la mettent quand on n'en a pas vraiment besoin. Oui. Donc c'est un crédit à la consommation? C'est quoi comme crédit? C'est étonnant. C'est un crédit de véhicule en fait. Vérifiez quand même au niveau de l'assurance, parce que c'est vrai que c'est un peu surprenant. Normalement, il y a au moins une assurance décès. Parce que là, j'ai appelé justement l'assurance en question, mais il n'y a pas. Non, mais appeler, ça ne veut rien dire. Regardez les papiers. J'ai regardé, il y a eu un souci. Et donc, du coup, il n'y a pas d'assurance. En tout état de cause, le véhicule n'appartient pas à votre sœur, mais appartient à la succession de votre père.
Donc Voilà. il faudra que ça entre dans la succession, dans l'actif comme le passif. Et après, ben, comme vous êtes l'héritière de votre papa, si vous êtes d'accord pour que votre sœur reprenne le crédit, vous ferez un accord avec elle. Mais en tout état de cause, ça n'appartient pas à votre sœur, ça appartient à votre Mais là, père. ça rentre dans la succession. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que... Il faut aller voir le notaire. Donc Je il suis fera obligée un de passer par inventaire un des notaire, biens. dans tous les cas. Oui. Ouais. Ce sont des biens Voilà. qui entrent dans le cadre de la succession. Parce que là, la maison de crédit X donc, me dit qu'il est possible de mettre, faire en sorte que ma sœur apparaisse sur le crédit, donc il est mon père et ma sœur. Et que, mais ça, ce Normalement, serait non, hein. uniquement si si la carte grise est au nom de ma sœur. Ah, la Chose qui carte n'est pas le grise cas. est au nom de votre sœur. Non, Ah, c'est si la mais carte non, grise est c'est au nom pas- de votre sœur, mais elle est Ah, encore c'est au pas nom de le cas. votre papa. Voilà. Donc ça entre dans la succession. Il faudra aller voir le ça. notaire d'abord et vous trouverez un accord avec votre sœur devant le notaire pour régler ce problème-là. Si vous êtes Mais d'accord, est-ce il y qu'il aura n'y une a pas solution. un moyen de, je veux dire, passer par... Comment dire, j'ai entendu parler de certificat d'hérédité, c'est ça? D'hérédité. Ouais, qui est délivré par la mairie, donc il n'y a pas une possibilité. Non, ça n'a rien à donc, voir, madame. Le non. certificat d'hérédité est donné par la mairie qui établira la liste des héritiers de votre père. Ça ne D'accord. voilà. Maintenant, c'est vous qui exercerez les droits en tant qu'héritière de votre père. Donc, vous pouvez tout à fait faire le nécessaire pour que le crédit soit repris par votre sœur. Mais il n'y a que ça comme bien? Il n'y a qu'une voiture? Alors, il y avait un terrain, mais le terrain a été, légué avant son décès. Ah oui, c'est qu'une d'accord. voiture. Voilà, mais par contre, l'histoire de voiture, c'est vrai que c'est arrivé, donc j'ai découvert un petit peu ça, voilà. Et donc moi, ce que je voulais savoir, c'est vrai que bon, c'était un peu embêtant de passer par un notaire pour Ah, une d'accord, je voiture, comprends, surtout ouais. qui n'est pas la mienne. En fait, l'organisme de crédit avec un certificat d'hérédité va établir que vous êtes la seule héritière, c'est ça? Ouais. Et elle accepterait que vous renonciez à la voiture, etc. Oui, c'est possible. S'il n'y a qu'un bien mobilier, oui, ça devrait être possible. D'accord. Donc là, je peux très bien aller voir l'organisme de crédit et lui Oui, s'il n'y a qu'un lui- bien mobilier, qu'une voiture. En plus, il y a a priori un passif supérieur à l'actif, donc ça veut dire que la dette est plus importante ou équivalente à la valeur du véhicule. Donc ça devrait être possible de trouver une solution sans passer devant le notaire, s'il n'y a que ça comme bien. D'accord, donc je vais voir la mairie, je leur demande un certificat d'hérédité et puis je vois. Mais est-ce que... Ou le j'ai une notaire question. qui délivre un certificat d'hérédité. Allez-y, encore une également. question, oui, si vous voulez approfondir, allez-y. Ben justement, par rapport à ça, est-ce que c'est... Parce que là, justement, là, l'organisme de crédit me dit que avec ce certificat d'hérédité, je pourrais faire le changement de carte grise. Oui. Et avec ce changement de carte grise, on pourra mettre le nom de ma sœur sur le crédit. Mais le nom de mon père figurera toujours. Est-ce que ça, c'est légal, ça? Pourquoi le nom de votre père Il est décédé. figurera? Il n'est plus là. Bah, Allô Oui, on vous entend. On est dubitative parce Oui. que faire figurer le nom d'un défunt, c'est un peu. C'est ça, en fait. C'est un peu surprenant. Quel est C'est très l'intérêt? surprenant. Je ne sais pas du tout en fait pourquoi laisser le nom. Parce que voilà, ma soeur en fait à ce jour elle a un CDD et donc il refuse de lui donner le Ah ouais, crédit mais parce c'est que des petits en fait elle n'a pas arrangements, les. en fait. Enfin, c'est elle qui paye, C'est- mais D'accord. C'est on des va petits dire qu'elle n'a pas le arrangements, statut hein, pour c'est pouvoir pas- avoir ce crédit-là. Mais jusqu'à présent, ça a toujours été elle qui payait. Oui, oui, je comprends bien. Ouais. Ouais, D'accord. c'est pas très fondé, mais c'est apparemment des petits fondements pour que l'organisme. Pour que ça puisse de passer dans les crédit, cases, quoi, que ça rentre dans les cases, grosso Et une modo. garantie, mais à ce moment-là, c'est vous l'héritière de votre père. Hein. Si elle ne paye pas, si la carte grise au nom de votre père, ça veut dire que c'est un problème, c'est vous en réalité qui Donc trouverez. il vaut mieux que je change la carte grise dans tous les cas. Bah, de toute façon, Oui. oui. hein. Oui. Mais après, pour ce qui est du crédit, le Ah, crédit mais sera ça, vous toujours voyez au que nom. l'organisme de crédit, ils estiment que votre sœur est solvable ou pas. Voilà, et ça peut être qu'eux qui vont pouvoir répondre. Voilà. Mais c'est quand même étonnant quand même qu'il n'y ait pas eu d'assurance, hein, parce que souvent C'est sûr. les conseillers banquiers quand même sollicitent tout crédit avec l'assurance qui va bien, qui coûte dans les 15-20 euros par mois. Voilà. Non, il n'y a pas Il n'y a pas une sûre et certaine. Certaines Sûre et certaine. Bon, bah Ouais. écoutez, voilà, je pense qu'on a répondu à votre question. Oui. Donc, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de problème. Merci de nous avoir Bonne journée. Au revoir. téléphoné. Merci. Merci. Vous n'hésitez pas, vous Au faites le 0262 566 566 en compagnie de Maître Amel Etev et également Brigitte Waro. On a du monde au standard? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Voilà, nous sommes 3 enfants.
Donc, ma grande sœur et mon grand frère, ils ont tous eu leur nationalité française, sauf moi, alors que nous étions déclarés en même temps par notre père au consulat de France quand nous étions encore à Madagascar. Et donc, ce qui fait que moi, plus tard, j'ai fait ma demande et maintes fois, ma demande a été toujours rejetée parce qu'il y avait des pièces manquantes. Et les pièces qu'on me demande, ce sont des pièces que je n'ai pas à ma possession, notamment l'acte de mariage de mes arrière-grands-parents. Et donc, je suis mariée à un Français, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Donc, j'ai fait ma demande par rapport à mon mariage, oui. Et là encore, la réponse était que, je suis française, donc je ne peux pas avoir mon certificat de nationalité par rapport à ce mariage. Alors, ma question est la suivante, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les démarches que je dois entreprendre pour avoir enfin mon certificat de nationalité français? Maître Etève, Maître Waro. Donc ce refus vous a été notifié par... vous en étiez où dans la procédure? Vous avez déposé une demande et ça vous a été refusé? En fait, la réponse n'était pas un refus, mais à chaque fois, on me demande des pièces. Et donc j'ai essayé d'envoyer toutes les pièces que j'avais à ma possession. Et donc la dernière pièce qu'ils m'ont demandé, c'était l'acte de mariage de mes arrière-grands-parents que je n'ai pas à ma possession. Et donc du coup, je me suis dit, si je ne peux pas avoir ma nationalité par filiation, donc je suis mariée à un Français, et donc je vais demander par le mariage. Et là encore, on m'a dit, mais non, désolée madame, vous êtes déjà française. Moi, je leur ai dit, prouve-moi que je suis française, parce que je n'ai pas mon certificat de nationalité française. Madame, effectivement, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas votre nationalité française. Donc, si on vous donne un refus, il faut le contester devant le tribunal. D'accord? Je pense que là, vous avez assez attendu qu'on vous le délivre, ce certificat de nationalité. Je pense qu'il est intéressant maintenant. Parce qu'en principe, même quand on vous demande une pièce complémentaire et que vous ne la donnez pas dans un certain délai, oui. On vous notifie une décision en disant, on déclare que votre demande, on rejette votre demande, etc. Et là, vous avez un délai ensuite pour contester, d'accord? Oui. Et il faut voir un avocat pour aller contester parce que en matière de nationalité française, la contestation se fait devant le tribunal de grande instance dans les 6 mois de la décision de rejet. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Je vous remercie, mesdames. De rien. Au revoir. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Bonne soirée. On a du monde encore au standard. Je pense que si on fait le 02 62 566 566, on aura donc le standard et on vous écoute. Bonsoir. Allô. Votre question. Oui, bon. Bonsoir. 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 Oui, c'est pour un petit renseignement, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, on aura le plaisir de vous répondre. Oui, mais mon histoire est très longue. Ah, est-ce que vous avez la possibilité d'en faire un résumé, un synopsis, ou alors des grandes lignes comme ça? Oui, un petit résumé vite fait. Un petit résumé vite fait, allons-y. Voilà. Mois de mars, je m'achetais une voiture avec un particulier. Alors, on avait nombreuses pièces de réparation à faire. Mais cette dame a dit, elle n'a pas une pièce, aucun frais à prévoir, sa voiture roule bien et tout. Alors, on a fait les réparations. Ça nous a coûté 1 400 €. Et après, Allô? Oui, on vous entend. 1 400 €. Oui, 1 400 €. On de réparation. Fait un devis. Voilà. On a fait un devis avec le garage et tout. Après, elle était d'accord de nous rembourser 500 €. Elle m'a fait courrier. Elle me dit, oui, je vous donne 500 €. Et moi, comme j'ai fait une lettre pour lui dire, j'arrête toutes les poursuites avec elle, j'ai mis toutes les réparations que j'ai faites. Et après, elle a comparé ma lettre avec celle du devis. Et elle me dit, comme si j'ai 2 paroles, elle me donne rien, aucun sou. Ah d'accord, ok. Donc vous avez 1 400 € de travaux sur voiture que vous avez acheté. On vous dit non, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir rouler tranquillement avec. Vous la faites réparer à 1 400 €. Elle est prête à vous rembourser 500 €. Donc vous, quand même, vous mettez 900 € de votre poche. Non. La voiture a coûté 4 200. Oui, mais pour les réparations.
Pour les réparations, ça nous a coûté 1400 euros. 1400 euros, mais dans la... Ouais, mais bon, elle était prête à rembourser 500 euros, c'est bien ça. 500 euros, oui. Donc ça, 900 elle m'a euros. envoyé une lettre nette et claire. Je vous donne 500 euros, madame, et comme ça, vous arrêtez toute poursuite contre nous. Bah, écoutez... Et comme moi, j'ai fait en détail toutes les pièces et tout. Et là, elle m'envoie une lettre en me disant, ben non, je vous donne plus parce que vous avez 2 paroles. Parce que le devis était estimatif. D'accord. Madame, est-ce que quand vous avez acheté le véhicule, il y avait bien un contrôle technique? Voilà, on avait bien le contrôle technique, mais elle nous a dit que Nina a la petite distribution à refaire. On met la voiture au garage, le garagiste a dit que Nina... Donc dans le contrôle technique, il y avait la distribution à refaire? Oui, non, c'est elle qui nous a dit de faire. C'est elle qui nous a dit c'était pas marqué. Faire. Ce n'était pas marqué sur le contrôle technique. Non, contrôle technique. Et le problème de distribution, mais la voiture polluée, il avait beaucoup de pollution et nous, on avait peur. On est parti voir le garage et nous a dit que c'était impossible d'avoir une contrôle avec cette voiture. D'avoir eu quoi? Le contrôle? Et vous avez fait une contre-visite, vous, ou pas? On n'a pas refait parce que la dame, elle était d'accord qu'on range la voiture, puis elle va nous donner entre-temps les 500 euros. Et les réparations, là, sont intervenues combien de temps après la vente? Nous, après 2-3 jours, on a téléphoné. 2-3 jours? Appelé. Après, on a sorti... Alors, en fait, madame, après, il faudrait regarder de façon précise. Hein. Si elle vous a vendu un véhicule, normalement, le véhicule, il est vendu pour rouler. Rouler. Normalement. Oui, un véhicule, c'est fait pour rouler. Au garage, oui, attendez. Oui, laissez juste répondre quand même, maître Brigitte Waro, on répond à votre question. Si le véhicule écoutez, on répond à votre question. ne peut pas rouler, ou s'il y a des réparations tellement importantes qui vous empêchent de rouler et d'utiliser le véhicule comme vous devriez le faire normalement, il y a un problème. D'accord? Donc vous pouvez saisir le tribunal pour demander, mais il faut que les réparations soient intervenues très vite après la vente pour montrer que c'était déjà quelque chose qui existait au moment même de la vente. D'accord? C'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc vous allez saisir, voir un avocat ou aller directement au tribunal, devant le tribunal d'instance, vous pouvez y aller vous-même, et vous allez demander la résiliation de la vente en disant le véhicule, il ne fonctionne pas comme il devrait l'être, donc on demande à madame qui a vendu le véhicule de vous rembourser. Ça, c'est la première solution. Oui. D'accord? Vous pouvez également dire que vous achetez un véhicule, mais il n'était pas apte à rouler et que pour rouler, il fallait 1400 euros et le vendeur était totalement informé de ce problème, de ce risque. Oui. Donc à ce moment-là, vous pouvez également demander le remboursement du montant des réparations. Vous pouvez envisager les 2 hypothèses. Après, ça dépendra du délai, de la nature de la panne, de l'usage que vous avez pu faire du véhicule, etc. Il faut regarder un petit peu précisément les papiers que vous avez et au niveau du contrôle technique, ce qui était souligné dans ce contrôle technique. Oui, voilà. mais le souci, 2 petites minutes s'il vous plaît, mais le souci là, quand elle nous a envoyé son courrier à elle nous a dit non, je vous donne 500 euros. Et nous, quand on avait besoin... la voiture, on a réparé en croyant qu'elle va nous donner les 500 euros. Là, il faut aller au tribunal, madame. Si elle ne vous paye pas, alors, parce il faudra aller au tribunal. Vous avez dit également que vous allez retirer toute plainte, parce que vous étiez en mesure de porter plainte. Donc, rien n'empêche de recommencer cette plainte. Et puis, la lettre que vous avez eue également de cette personne, ça vous servira également de preuve qu'elle est aussi de mauvaise foi. Voilà. D'accord, mais non, voilà, parce que là, normalement, je dois aller au tribunal pour déposer mon papier. C'était juste pour savoir, est-ce que je continue ma démarche ou j'arrête là? Est-ce que j'allais dire, c'était juste pour avoir une réponse avec vous? Si vous ne trouvez pas d'accord, madame, il faudra aller au tribunal. Hein. Ouais. Il y a peut-être une solution intermédiaire que vous pouvez envisager. Bon, après, peut-être que ça va servir à rien, mais au moins vous aurez fait l'effort. Il y a, vous savez, les maisons de justice qui proposent... On a parti voir, mais comme le délai était trop machin, on a parti voir une association. Et là, avec l'association, il occupe bien notre papier. Et comme nous, on a eu ce courrier, ça m'a bouleversé complètement. Et là, quand j'ai vu l'émission, je dis, je vais téléphoner. Vous avez bien fait. Est-ce que je poursuive comment dire ça? Votre démarche. Est-ce que j'allais faire? C'était juste pour savoir, pour avoir une question. Maître Etève, Maître Waro, on continue ou pas? Alors, est-ce que le conseil pour cette dame, au final, bien sûr. vous continuez? Écoutez, oui, vous recommencez le chemin où vous êtes arrêté, vous le continuez.
Voilà. Continue. Ok, Très... c'était juste Merci, pour ça. mais il n'y a pas de problème. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Alors justement, avant d'avoir un autre téléspectateur, quelles sont les précautions quand on achète un véhicule d'occasion? Parce que c'est vrai qu'une voiture, elle peut être très jolie de l'extérieur, mais de l'intérieur, au niveau du moteur, ça peut être... Alors, quand on a un contrôle technique, est-ce que c'est vraiment la preuve que la voiture est en bonne santé, ou alors il faut faire une contre-expertise? Qu'est-ce que vous nous conseillez dans ces cas-là, Maître Eteve et Maître Waro? Déjà, il faut vous faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît un peu en voiture. Et ensuite, il faut faire une contre-visite, bien évidemment. Parce que si vous choisissez vous-même la personne ou l'organisme ou le garage qui fera la contre-visite du contrôle technique, il sera peut-être un peu plus vigilant que celui qui part de façon rapide et qui regarde un véhicule de façon trop rapide souvent, et après on se rend compte qu'il y a des problèmes. Oui, mais souvent on est amené aussi à payer la voiture avant de pouvoir en effet l'amener peut-être en contre-visite. Non, vous pouvez demander une contre-visite, hein. Vous pouvez demander, soumettre votre achat à l'obligation d'une contre-visite. D'accord, on peut l'exiger. Oui. Bien sûr. Oui, en effet. Puis sinon, si la personne dit non, je veux pas, à ce moment-là, Voilà. tant pis. Parce que ça veut Bien dire que sûr, quelque part, bien sûr. il peut y avoir, parce que c'est vrai qu'on pose des fois des questions quand la réponse n'est pas trop positive, ou oh non, mais bon, j'ai plein de gens derrière qui veulent l'acheter, alors c'est tout de suite ou maintenant. Autant carrément laisser courir la bonne affaire, entre guillemets, parce que ça n'existe plus les bonnes affaires, on est bien d'accord. Je pense que vous êtes assez témoin de ça dans votre quotidien. Hein? Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, c'est un contrat de vente. Donc, à partir du moment où c'est un contrat, il y a des concessions réciproques. Donc, si le monsieur veut bien, ou la madame veut bien vendre sa voiture, effectivement, et qu'elle n'a rien à se reprocher, elle va accepter que l'acheteur puisse faire une contre-visite avant qu'il y ait, en tout cas, régularisation du contrat. D'accord. Les lois changent très très souvent. Souvent, on dit qu'on a 7 jours pour se rétracter quand c'est une démarche du porte-à-porte pour vendre quelque chose. Mais est-ce qu'aussi on peut se tromper d'achat en allant soi-même chercher un produit, mais au final, non, il me convient pas, je me rends compte à l'heure actuelle dans mon quotidien. Et combien de temps pour pouvoir avoir cette réflexion? Alors en fait, plus c'est rapide, mieux c'est. Mieux c'est. Il faut réagir très vite, écrire très vite en recommandé avec accusé-réception, garder la copie du document, faire un devis rapidement de la panne, de l'origine de la panne, et éventuellement, si vous avez une assurance, faire une expertise par votre assurance pour déterminer l'origine de la panne. Est-ce que la personne était censée le savoir ou pas? Il y a souvent, par exemple, des gens qui vendent des véhicules qui ont été accidentés, qui ne le disent pas. Vous devez informer, donner une information complète au vendeur. Donc s'il ne le fait pas, c'est qu'il a voulu cacher quelque chose, et s'il y a des conséquences ensuite, vous pouvez demander la résiliation de la vente. D'accord. Et quand je vais acheter quelque chose, mettons un appareil, quelque chose dans un magasin, moi-même, je vais aller sur une enseigne chercher un truc, mais combien j'ai de jours, moi, pour pouvoir le ramener avec mon ticket de caisse et mon produit? Alors pas normalement, trop... ça dépend des types d'appareils et de la valeur. En général, il y a une garantie d'1 an à 2 ans en fonction de l'appareil. Mais moi, quand je l'ai acheté, il me convient pas, j'ai envie de le rendre. Vous voulez le rendre? Oui, j'ai envie de le rendre. Non, vous pouvez pas le rendre. Je peux pas le rendre. Une fois que je l'ai acheté, je peux pas le rendre. Non, c'est pas du démarchage. Sauf si c'est du démarchage à domicile. Ou de la vente dans une foire commerciale, par correspondance. Vous avez là des délais de rétractation. Mais si vous allez dans un magasin et que vous choisissez un article et que vous dites « Ah ben non, en fait, j'aurais pas dû », là, c'est un peu compliqué. Alors après, les commerçants... Il y a côté commerçant qui ressort ou pas, mais il n'y a pas de loi spécifique. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'obligation, en tout cas. Il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est le côté commerçant qui fait. Non, mais c'est important de Exactement. le savoir, parce que c'est vrai qu'on achète beaucoup de choses, on est dans un monde de consommation. Ah oui. Et des fois, on peut se faire quand même un petit peu avoir. On est au standard au 02 62 566 566. Hop, l'image, elle est là. Hop, elle n'est pas là. Hop, ça y est, on est quand même avec vous. Bonsoir, allô, on vous écoute. Votre question. Bonsoir. C'est une question sur les successions. Je voudrais savoir, je vous explique, mon papa est décédé en fin février. C'est le thème. On vous écoute. Une succession a été ouverte et en fait, ma maman a pris la totalité en usufruit, comme il se doit. Et le notaire, j'ai eu le notaire me dit que ma maman est obligée de payer un droit de succession, même si c'est le conjoint, c'est sur notre part à nous qu'elle détient. Est-ce que c'est normal ? C'est sûr, non? Oui, elle est obligée de payer des droits de succession, bien sûr. Oui. On vous dit oui. Oui. Bien sûr. Alors là, vous étiez en train de dire qu'elle doit payer des droits de succession sur vos droits à vous? Le notaire demande des droits de succession. Donc, ce qui fait que moi j'ai demandé pourquoi, parce que normalement entre conjoints il n'y a pas de droit de succession.
maintenant, et le notaire me répond que c'est sur la part qu'elle détient qui nous appartient aux 2 enfants, puisqu'on est 2 enfants. En fait, elle a le choix quand son mari décède, enfin quand son conjoint décède, ou de prendre la totalité de l'usufruit ou le quart de la propriété. Donc, ce qui veut dire, si elle prend l'usufruit, il y a une partie qui devra être réglée au niveau de la succession concernant le transfert de propriété, bien sûr. Ouais, mais en fait, elle est obligée de le payer. On peut pas, par exemple, attendre. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est attendre, par exemple, le jour où elle a eu le décès, que nous, on paye tout en même temps. Oui, vous pouvez éventuellement essayer, mais normalement, vous avez un délai pour ouvrir la succession. Pour l'abattement, il y a 2 parts, il y aura 2 abattements. Il y aura donc l'abattement là pour la part de mon papa, et après, normalement, il devrait y avoir un autre abattement le jour où elle ne sera plus là. Mais pour sa part à elle. Mais là, il s'agit de la part de votre père. Oui, sur la part de mon papa, là, normalement, il y a un abattement. Oui. Oui, il y a un abattement, oui. Mais si le montant de la succession va au-delà de l'abattement, vous devez régler une partie de la succession. Oui, parce que chaque année, ça baisse. Voilà. Ouais, enfin, chaque année. Ouais, chaque année. Tous les 3 ans, 2 ans, enfin, des fois 20%, 15, 18. Voilà. Donc, vous devez payer sur la part de votre père. C'est la part de mon père. Et après, quand ma maman décédera, il y aura sur sa part, en fait, ça recommencera sur la part de ma maman. Il y aura un abattement et là, on sera obligé de repayer les droits de succession à ce moment-là. Voilà. Alors, en fait, il y a eu, depuis 2 ans, une baisse du montant de l'abattement. Peut-être que dans quelques années, il y aura à nouveau une augmentation et vous ne paierez plus. Mais c'est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, en tous les cas... oui, l'abattement, je crois qu'il est 100 000 euros, non? C'est 100 000 euros par enfant. Par enfant. Voilà. Et avant, c'était 150 000. Ça a été baissé à 100 000. Donc, d'accord. Donc là, donc, il semble voilà, qu'il y a 280 000 euros de succession de mon papa. Donc, on doit enlever 200 000 euros. Et ma maman ne paye des droits de succession sur 80 000 euros simplement. Oui, ça doit être ça, oui. Ça doit être ça? Oui. Voilà. Mais c'est vrai que les notaires ont déjà un barème déjà, et c'est vrai qu'on pourra mieux vous répondre. Exactement. Mais quoi qu'il advienne, hein, c'est vrai qu'on remarque une chose, les droits de succession... C'était pour éviter de lui laisser payer ça, parce que ça m'ennuyait par rapport au fait que ce soit elle qui soit obligée de payer sur ses sous à elle, or que... Je comprends bien. Ouais. Mais vous avez une obligation d'ouvrir la succession et de la déclarer dans un certain délai. Oui, tout à fait. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question. Oui, tout à fait. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup, très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est vrai que ça reste quelque part un peu une aberration quand même, ces droits de succession, parce qu'il y a pas mal de pays où justement, les parents ont travaillé, ils ont payé des crédits, ils ont tout payé, et puis le fils qui arrive, voilà, et puis non, vous n'avez pas le droit de toucher au bien de vos parents, à votre maison, vous avez grandi étant petit, non, on va vous la vendre parce que vous ne pouvez pas payer vos droits de succession, parce que c'est ça le pire. C'est parce que des fois, on peut toucher un bien, mais on n'a pas l'argent, donc on n'a même pas le droit de récupérer le bien familial. C'est une honte. Excusez-moi, c'est très personnel, mais je ne m'emporte pas, je me calme tout de suite à verre d'eau. Et c'est parti. Non, mais c'est vrai. Avant, c'était 150 000 euros par enfant tous les 6 ans. Maintenant, c'est 100 000 tous les 10 ans. Alors peut-être que ces jours, ça changera à nouveau. C'est pareil. Parce que c'est vrai que c'est difficile. Tout à fait. 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Je voulais savoir au niveau de la contrainte pénale, s'il vous plaît. La contrainte pénale. Contrainte. Vous avez une condamnation? Mon copain est en prison. Il a 3 ans, mais il voulait savoir au niveau des contraintes pénales si ça juge pour lui ou pas. Si ça? Non, la nouvelle loi, vous voulez dire? Oui, la nouvelle loi. Madame, la nouvelle loi, elle ne sera pas rétroactive. Si votre copain il a déjà été condamné, c'est la condamnation qui a déjà été prononcée qui va s'exercer. Maintenant, s'il est en détention provisoire, il n'a pas encore été jugé, et si la loi sort, peut-être qu'il pourra bénéficier de la contrainte pénale. Parce qu'il a déjà 10 mois là-bas. Ben oui, madame, il va falloir continuer. Hein. D'accord. Oui, puis la loi n'a pas été votée encore. Peut-être qu'il n'est pas encore La nouvelle loi Taubira, c'est pour qui exactement? Je voudrais comprendre. Elle n'est pas encore votée, madame. D'accord, elle n'est pas encore votée alors. Elle risque peut-être de changer encore. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Merci. Et on salue également toutes les personnes en prison qui nous regardent également sur Télé Créole. Une petite question comme ça. Est-ce qu'il y a-t-il du monde au standard?
C'était le dernier appel. Eh bien, écoutez, on va bientôt clôturer notre émission Les Experts. Une dernière petite question. Quand un parent décède, mais il n'y a pas d'enfant derrière, il n'y a pas une succession pour pouvoir prendre le bien, ce bien va où et à qui? Alors, il y a peut-être des frères et sœurs, il y a des cousins lointains, etc. D'accord. Des oncles et tantes. Voilà, il faudra voir, il y a peut-être un testament. Il faudra voir s'il y a des héritiers ou pas. Et si vraiment le bien est en déshérence, ben à ce moment-là, c'est l'État qui va prendre le bien. D'accord, donc on regarde un petit peu l'arbre généalogique et ensuite géologique. Et donc là, on sait voilà, quelle est la branche la plus proche et qui pourra donc bénéficier. Des fois. Oui, ça peut être un oncle d'Angleterre vient de décéder, je suis riche. Voilà. En revanche, pour illustrer ce que vous venez de dire, très récemment, en Bretagne, une dame est décédée et elle avait fait donc donation, enfin elle avait fait un testament pour dire que tout son patrimoine irait à la commune, sa commune dans laquelle elle vivait, pour créer des infrastructures. Donc tout est allé au maire de telle manière à ce qu'il puisse créer des infrastructures parce qu'elle n'avait pas d'héritier direct. Donc voilà, elle avait désigné la municipalité. Avant de nous quitter, une dernière petite question. Est-ce qu'on peut donner son bien à son chien, à son chat? Non, c'est un meuble. C'est un meuble. C'est un meuble. Le chien, le chat, ce sont des meubles en droit. Et on ne peut pas donner un meuble. D'accord, mais il y a pas des histoires comme ça qui ont déjà retenti. Tiens, un tel, dans un autre pays peut-être. Peut-être qu'il y avait des testaments qui ont été faits comme ça, mais ça ne vaut rien. Eh bien écoutez, des fois on a envie d'être un chat ou un chien si ça se passe comme ça. Entre-temps, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, Maître Brigitte Waraud, également Maître Amel Etev. Merci d'être venu ce soir pour répondre aux questions de nos téléspectateurs dans l'émission Les Experts. On se retrouve bien sûr mercredi prochain pour d'autres aventures juridiques. Sur ce, bonne soirée à toutes. Bonne soirée à toutes même. Bonsoir. Bonsoir.